Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Le week-end consacré un peu au travail, j'ai créé une page qui s'appelle Les Chroniques de la Transition Gabonaise, dans laquelle j'essaie de donner mon avis sur l'évolution politique. Tu donnes ton avis en tant que qui? Je donne mon avis en tant que ce qu'on appelle, je suis essayiste et géopolitologue. Donc à ce titre, je fais une analyse factuelle de l'évolution de la transition. Donc c'est ton opinion? Oui, c'est mon opinion. Ça n'a rien à voir avec la réalité? Non, mais je me base sur la réalité pour donner mon opinion. Tu te bases sur ce que tu vois? Sur les éléments factuels, sur les éléments journalistiques, des témoignages, des audios, des vidéos, des journaux aussi. Et donc, à partir de tout ça, j'essaye de donner mon éclairage de la situation politique du pays à un instant donné. Et voilà. Ça s'appelle comment ta page? Les Chroniques de la Transition Gabonaise. Tu as déjà commencé à sortir une chronique? J'en ai plusieurs même déjà. J'invite les gens à aller sur la page Facebook. C'est écrit Les Chroniques de la Transition Gabonaise. J'en ai plusieurs. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? L'actualité internationale va nous emmener en Inde, où on va revenir en fait sur le sommet du G20 qui s'est tenu la semaine dernière. C'était mercredi et jeudi dernier. Sommet qui avait été organisé par visioconférence en raison d'abord de l'urgence des thématiques qui devaient être abordées, parce qu'il faut savoir que c'était une conférence extraordinaire. Donc, elle a vraiment été, convoquée par l'Inde qui assure la présidence du G20. Il faut savoir que l'année dernière, lors de la conférence du G20 qui s'était tenue à New Delhi, il y avait eu deux grands absents de ce G20-là. Il y avait Vladimir Poutine, qui était, semble-t-il, enfin selon les tenants d'une certaine vision, estimait qu'étant donné les poursuites dont il faisait l'objet par la Cour pénale internationale, c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas déplacé en Inde, comme il ne s'était pas déplacé pour le sommet des BRICS en Afrique du Sud, parce que l'Inde et l'Afrique du Sud sont tous deux signataires du statut de Rome. Donc, statut qui porte justement sur la Cour pénale internationale. Et donc, là, comme il s'agissait... donc, ils ont estimé que c'était l'année dernière, donc il n'y avait pas Vladimir Poutine et il n'y avait pas Xi Jinping aussi, qui avait décidé en quelque sorte de bouder le G20 parce qu'il ne voulait pas croiser Joe Biden. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on était au plus haut des tensions entre la Chine et les États-Unis, surtout que les États-Unis venaient de détruire un ballon d'observation chinois, c'était en février, donc cela avait entraîné de la part des Chinois la fermeture de tout canal de communication avec les États-Unis. Et donc dans ce cadre-là, Xi Jinping, sachant que Joe Biden devait se déplacer, venir en Inde dans le cadre de ce sommet du G20, et lui, il ne voulait pas le rencontrer, donc il avait donc, lui, tout simplement décidé de ne pas y aller. Et donc ces deux absents-là avait fait que véritablement la question notamment de la guerre en Ukraine, qui était la principale actualité internationale, et aussi les questions économiques, faisaient que, étant donné qu'on a deux géants qui n'étaient pas là, géants économiques sur la Chine, donc on ne peut pas véritablement parler de l'économie mondiale si la Chine n'est pas là. Et deuxièmement, on ne peut pas parler de la question en Ukraine si le principal belligérant, à savoir la Russie, n'était pas présent. Et donc, si tu veux, ce sommet G20, c'était un sommet à minima. Et donc là, c'est un sommet extraordinaire qui a été convoqué par l'Inde avec comme ordre du jour deux principaux points. Le premier, c'est la question au Moyen-Orient, avec la guerre à Gaza entre Israël et une partie, Israël et les Palestiniens. On va pas dire le Hamas, on va dire les Palestiniens. Et l'autre question était la question économique, parce que nous sommes en novembre et les chiffres économiques globaux ne sont pas bons. Il risque d'avoir une récession mondiale. Et donc, une récession mondiale, ce n'est pas très, très bon. Et donc, les principales économies voulaient aussi, au cours de... Donc, le G20 représente les 20 principales économies du monde. Il faut bien comprendre que dans le principe, c'était pour faire une espèce d'alternative au G7 qu'on estimait qui n'était plus représentatif, si tu veux, de la domination occidentale sur l'économie mondiale. Maintenant, étant donné que l'économie, l'épicentre de l'économie s'est déplacé de l'Occident vers l'Asie, et donc il fallait élargir
à ces pays-là. C'est la raison pour laquelle on a créé le G20. Et donc, dans ce G20, il y a les 20 principales économies mondiales. Et donc, il fallait aussi discuter des questions économiques. D'abord liées au fait qu'il ne faut pas l'oublier, les sanctions occidentales, il y en a déjà 11. L'Union européenne veut prendre un 12e train de sanctions contre la Russie. Mais il faut bien se rendre compte qu'après plus d'1 an et demi de guerre et 1 an et demi de sanctions, les sanctions n'ont pas porté les effets escomptés. Selon le FMI, les chiffres de la Russie, donc la Russie aura une économie, aura un taux de croissance qui sera supérieur à celui de la zone euro. Donc ça veut donc dire que les sanctions portées par l'Union européenne et portées par les Occidentaux contre la Russie ne marchent pas. La Russie est passée en économie de guerre depuis 1 an. Elle a réorganisé toute son industrie militaire. Elle a réorganisé son armée. Il y a plus de 300 000 soldats qui ont été conscrits et qui sont également déployés sur le front en Ukraine. La Russie, grâce à ses alliances qu'elle a bâties, notamment avec l'Iran, puis avec la Corée du Nord, a renforcé ses approvisionnements en armes. On le sait aujourd'hui, la Corée du Nord fournit la Russie en obus de 165 mm et l'Iran fournit massivement la Russie en drones. Et donc, de ce point de vue-là, la Russie a aussi énormément amélioré ses capacités militaires. Elle a mis en place de nouveaux systèmes de défense. Donc, on le voit sur le front de 900 km de long. Il y a non seulement des mines, il y a aussi des brouilleurs électroniques qui font énormément de mal aux drones qui sont envoyés par les Ukrainiens, parce qu'il faut savoir que les brouilleurs électroniques brouillent le message entre le pilote du drone et l'objet en lui-même. Et donc, ce qui fait que, on l'a vu depuis 3 mois, le front n'a absolument pas bougé. La contre-offensive qui avait démarré le 6-7 juin dernier, est un échec. Les Ukrainiens, même s'ils le reconnaissent à demi-mot, seulement Volodymyr Zelensky, mais j'en avais parlé ici, Valery Zaloujny, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, est clair là-dessus. Il s'agit d'un échec. Et donc, derrière même, il y a déjà des tensions entre certains hauts officiers de l'armée et Volodymyr Zelensky. La preuve, le secrétaire particulier de Valery Zaloujny avait été tué à la suite de l'envoi d'un colis piégé à l'intérieur duquel se trouvait une grenade. Donc, on est un peu dans ce contexte-là. Et donc, la guerre maintenant déclenchée au Proche-Orient à la suite des attaques du Hamas contre certaines colonies déployées non loin de la frontière de la bande de Gaza, ont fait que depuis lors, depuis 45 jours aussi, aujourd'hui, Israël pilonne massivement la bande de Gaza. Elle avait demandé aux populations de quitter le nord et d'aller vers le sud. Et maintenant, elle a décidé de pilonner aussi le sud. L'objectif pour Israël, c'est clair, même si elle l'avoue à demi-mot, c'est de mettre une telle pression sur la bande de Gaza pour forcer l'Égypte à ouvrir le point de passage de Rafah et permettre justement aux Palestiniens de quitter la bande de Gaza et aller s'installer sur le mont Sinaï. Et puis eux, ils vont récupérer la bande de Gaza. Et ils vont récupérer la bande de Gaza, tout simplement. Et donc, mais là, le Hamas, finalement, dans tout ça. Mais le Hamas continue sa résistance. Et le Hamas vit dans la bande de Gaza. Et oui, le Hamas vit dans la bande de Gaza. Et donc, les populations du Hamas et les populations palestiniennes sont confondues. C'est-à-dire que les combattants du Hamas et les populations palestiniennes sont confondus. C'est la raison pour laquelle on a entendu des propos totalement ahurissants d'Isaac Herzog, le président israélien, disant qu'au Hamas, il n'y a pas d'innocents, il n'y a que des terroristes. Donc, y compris les femmes et les enfants, comme ils sont palestiniens. Mais qui commande le Hamas? Le Hamas est commandé, il y a 2 branches, d'accord? Il y a la branche politique. Il y a la branche politique qui est dirigée par Ismaël Haniyeh, qui est au Qatar, qui est à Doha au Qatar. Donc, la branche politique du Hamas n'est pas dans la bande de Gaza, elle est au Qatar. Donc, eux, ils sont au Qatar en sécurité. Ils sont au Qatar en sécurité, oui. C'est eux qui décident. Et l'autre branche? Il y a la branche armée qui s'appelle la branche El Martyr d'El Qassam, qui, elle, est dans la bande de Gaza, mais ce n'est pas c'est pas le seul groupe palestinien armé dans la bande de Gaza. On a aussi les djihad islamiques, et ces djihad islamiques aussi est présent dans la bande de Gaza. Donc, pour le moment, on a obtenu une trêve qui devrait s'achever aujourd'hui, une trêve durant laquelle un certain nombre d'otages détenus par le Hamas devraient être
échangés contre d'autres otages détenus par l'armée, par le gouvernement israélien, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a des Palestiniens qui sont détenus dans les prisons israéliennes sans être passés par un jugement, sans qu'on leur ait notifié les raisons de leur emprisonnement, sans que... Mais les Palestiniens, c'est qui leur chef? Les Palestiniens, il y a une autorité qu'on appelle l'autorité palestinienne qui est dirigée par Mahmoud Abbas, qui est installée en Cisjordanie. Il faut savoir que... Ils ne sont pas installés dans la bande de Gaza. Non, c'est deux territoires distincts, mais qui font partie d'un même pays, on dira. Même si officiellement, il n'y a pas de frontières terrestres bien Donc en fait, définies. tous les chefs de la bande de Gaza ne sont pas dans la bande de Gaza. Tous les chefs du Hamas. Tous les chefs de la bande de Gaza, c'est-à-dire et les chefs du Hamas et les chefs palestiniens. Non, le et Hamas, les chefs le islamistes. Hamas, la bande de Gaza est administrée par le Hamas depuis les élections de 2006. Il y avait eu des élections générales en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, c'est le Hamas qui avait remporté les élections de manière totalement démocratique. Et dans la Cisjordanie... Mais donc le Hamas, c'est un mouvement? C'est d'abord un mouvement politique. Oui, c'est un mouvement politique. Donc les Palestiniens sont gérés par deux mouvements. Exactement. Le mouvement de l'autorité palestinienne qui est en Cisjordanie et le Hamas qui est dans la bande de Gaza. Exactement. Où les chefs politiques sont au Qatar. Dont les chefs politiques sont au Qatar à la demande donc, d'Israël et avec le soutien et la bénédiction des États-Unis. À la demande d'Israël. Ah, bien donc sûr. Israël a demandé au chef du Hamas que ne restez pas dans la Non, bande de Gaza. Non, Israël a demandé au Qatar de bien garder vouloir les chefs politiques du Hamas. C'est... Je rappelle que la bande de Gaza a une superficie de 45 km². Oui, elle fait 45 km de long sur 10. Et une population de 2 millions. 2,2 millions. Voilà, c'est le donc dans les 2,2 millions d'habitants et dans ce petit espace de 45 km², on a le Hamas, on a l'autorité palestinienne. Non, on n'a plus l'autorité palestinienne. Ils sont partis en Cisjordanie. Ils sont en Cisjordanie. Ils n'ont aucune influence dans la bande. Ils n'ont pas un groupe armé? Ils ont un groupe armé. C'était pas l'autorité palestinienne qui était dirigée par Yasser Arafat. Mais l'autorité palestinienne concernait l'ensemble des territoires palestiniens. Voilà pourquoi on dit des territoires. Donc la bande de Gaza et la Cisjordanie. Maintenant, après les élections de 2006, il va y avoir des élections générales, municipales notamment, et il va y avoir une victoire du Fatah dans Cisjordanie et une victoire du Hamas dans la bande de Gaza. Maintenant, ce que la communauté internationale va faire, la communauté occidentale, en fait, il faut dire, ils vont dire, nous, on ne reconnaît pas la victoire du Hamas parce que le Hamas, 1, est un groupe terroriste, 2, dans sa charte, ne reconnaît pas l'État d'Israël. Donc, par conséquent, nous... Mais comment ça, le Hamas ne va pas reconnaître l'État? Ah oui, dans sa charte, comprends. Dans la charte du Hamas, elle ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël. Donc, les Occidentaux ont dit, puisque c'est comme ça, eh ben, nous aussi, on ne vous reconnaît pas. Donc, depuis 2007, il y a un embargo qui est fait sur la bande de Gaza, depuis 2007. Donc, c'est-à-dire que les Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza n'ont qu'un seul point de sortie. C'est principalement en Égypte, et même là, c'est donné au compte-gouttes. Aussi, il y a quelques points de passage entre la bande de Gaza et Israël, parce qu'il faut bien envoyer de l'électricité, envoyer de l'eau, envoyer de la nourriture. Mais évidemment, tout ça est géré par Israël. Il faut savoir que les Palestiniens de la bande de Gaza n'ont pas le contrôle de leur espace aérien, ils n'ont pas le contrôle de leurs côtes, donc leur espace maritime, ils n'ont pas le contrôle de la frontière au sol. Donc, ils sont vraiment enfermés par Israël. Et donc, pendant des années, on a un peu ignoré la situation, notamment des Palestiniens. Et ce que les Israéliens ont fait, ils ont demandé au Qatar de sous-traiter, si tu veux, l'administration de la bande de Gaza. Ils ont demandé, donc le Qatar dépensait environ 30 millions de dollars par mois pour permettre au Hamas donc, d'administrer la zone. Donc, payer les fonctionnaires, que ce soit dans les mairies ou que les forces de sécurité. Pour ils ont même la fonction publique. Oui, ils ont des fonctionnaires, bien sûr. Il faut gérer les gens. Les services publics, c'est la santé, c'est les transports, c'est la sécurité, c'est tout ce qui permet d'acheminer des vivres ou de l'eau aux populations. Donc, ce travail-là, il faut bien rémunérer les gens. Et donc, c'est le Qatar qui payait, qui permettait au Hamas de payer ses fonctionnaires et d'assurer un certain nombre de services. Donc, les Israéliens se sont dit que, bon, en agissant ainsi, eh ben, c'est très bien. Au moins, ça permet de sous-traiter le problème et de l'ignorer. Et même en 2021, lorsqu'on y a eu la signature des accords d'Abraham, eh ben, tout ça, évidemment, avait été mis en avant en 2021, par Donald Trump pour justement montrer que les États arabes avaient définitivement renoncé à la question palestinienne. Maintenant, les événements du 7 octobre ont prouvé le contraire, et c'est la raison pour laquelle c'était l'objet de cette conférence-là du G20. Maintenant,
deux choses à retenir. Un, on parle du retour de Vladimir Poutine sur la scène internationale. La plupart des journaux français que j'ai pu regarder, en réalité, il ne s'agit pas du retour de Vladimir Poutine. Il a toujours été là. C'est juste que ces journaux-là avaient voulu ignorer l'actualité concernant Vladimir Poutine. Et il a voyagé, il est allé en Azerbaïdjan, il est allé en Ouzbékistan, il a fait un voyage en Chine où il a rencontré son homologue Xi Jinping. Donc bref, c'est quelqu'un qui bouge, même s'il ne va plus dans les pays occidentaux ou dans des pays qu'il considère comme étant des pays qui présentent un risque pour sa sécurité à lui. Et donc, il ne se rend plus dans ces pays-là. Mais voyage, Vladimir Poutine voyage. Donc, la question aussi maintenant, il est revenu et lui, il a évidemment fait une très longue tribune pour fustiger l'attitude des Occidentaux quant à leur soutien indéfectible envers Israël. Et il a invité Israël au dialogue avec les leaders palestiniens pour trouver une solution qui pourrait permettre de sortir définitivement de ce conflit. La solution, tout le monde la connaît, c'est faire une solution de créer deux États vivant côte à côte. Malheureusement, pour les Israéliens, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, rapidement, c'est que, évidemment, il y a la question de la récession mondiale qui frappe et donc les pays occidentaux, si vous enlevez peut-être les États-Unis et la Chine qui s'en sortent plus ou moins bien, les pays européens, eux, sont très très mal. L'Allemagne est en récession et si l'Allemagne c'est la principale puissance économique européenne, la principale puissance économique de la zone euro, si l'Allemagne est en récession, c'est très très mauvais, y compris sur le plan monétaire parce qu'en réalité, c'est grâce à la balance excédentaire, la balance commerciale excédentaire de l'Allemagne que la balance des devises de la zone euro est aussi excédentaire. Or, si la balance est excédentaire, ça permet de financer les déficits budgétaires de mauvais pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Or, si l'Allemagne aussi commence à entrer en récession, ce n'est pas bon. La balance commerciale sera déficitaire, la bande des devises aussi, et donc les déficits vont s'accentuer, notamment dans les pays, les déficits budgétaires vont s'accentuer dans les mauvais pays de l'Union européenne. Et ça risque de causer un problème pour l'économie mondiale parce que la zone de l'Union européenne, c'est la deuxième plus grande zone économique après les États-Unis. Donc il faut, même si les États-Unis arrivent à tirer leur épingle du jeu pour l'instant, tiré en cela par les valeurs de haute technologie, l'intelligence artificielle, etc. Ça permet de maintenir le cap. Et puis aussi, grâce au privilège du dollar, donc même si de plus en plus de pays décident de moins en moins d'utiliser le dollar, mais le dollar reste encore la principale devise utilisée pour le commerce international. Donc tout ça, en fait, a fait l'objet de discussions lors de ce G20, mais comme à l'accoutumée, étant donné les points de vue extrêmement divergents entre ces différents pôles-là, il n'y a pas eu de communiqué final sanctionnant ces travaux. Et donc, une fois de plus, la multipolarité et le fait que les positions sont tellement tranchées, y compris sur les questions économiques, il en vient à dire que, à la rigueur, on se demande à quoi servent de grandes réunions telles que le G20, même si, évidemment, il ne faut pas y mettre un terme, il faut continuer à venir au G20 parce que il faut maintenir la discussion. Le point positif, justement, c'est que ce G20 s'est tenu alors que Joe Biden et Xi Jinping s'étaient rencontrés dernièrement en Californie. En Californie, justement. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.